Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la prévention des risques psychosociaux. On va attendre encore 1 ou 2 minutes peut-être avant de commencer parce je vois le nombre de participants qui augmente progressivement, donc on va pas se donner 5 minutes, mais 2 minutes de, de laps de temps avant de démarrer, puis on pourra commencer bien à l'heure. Tous les intervenants sont d'ores et déjà en place et prêts. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, normalement vous devez nous entendre et voir le PowerPoint en fait avec la slide de titre. Il y a encore quelques secondes. Je vois que ça commence à monter moins vite. On va pouvoir, je pense, démarrer. Allez, je démarre. Les gens prendront de toute façon le temps des présentations. Alors, bienvenue à tous sur le deuxième volet de ce webinaire consacré à la prévention des risques psychosociaux. Je remets cette slide donc, qui fait le lien avec le webinaire que l'on avait fait au mois de septembre. L'idée, c'était de voir un petit peu où vous en étiez par rapport à votre réflexion sur la prévention des risques professionnels. Donc, on a fait un webinaire au mois de septembre sur la partie, donc, qu'on appelle plutôt le volet 1, si vous étiez plutôt en attente ou en réflexion par rapport à cette démarche. On avait apporté quelques éléments de réponse. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser plutôt au fait d'être plutôt dans une démarche engagée en prévention des risques professionnels et partager avec vous ce que l'on peut faire sur cette démarche quand on est à ce niveau d'engagement dans cette démarche. Alors, je me présente, je suis Carole Podimski, je suis consultante en qualité de vie au travail depuis une vingtaine d'années au sein du cabinet Heming, spécialisé sur tout ce qui concerne la veille réglementaire, et c'est moi qui vais animer en fait ce webinaire que l'on a voulu en format table ronde. C'est pour ça qu'on a plein d'intervenants aujourd'hui que je vais vous présenter tout de suite. Donc, on a 3 intervenants, Éric Gilleron, Sifra Schaeffer et Jennifer Bindler. Alors, je vais commencer par les dames. Donc, Sifra et Jennifer, qui sont toutes les deux diplômées d'un master en psychologie sociale des organisations et du travail. Voilà, donc Sifra de son côté est consultante au sein du cabinet Heming également. Et donc, elle travaille principalement pour dispenser des formations, réaliser des diagnostics concernant les risques psychosociaux dans le secteur privé et dans le secteur public. Donc, elle a la double casquette. Et de son côté, Jennifer est responsable du service conseil en organisation et santé au travail au CDJ 68. Le service qu'elle a créé d'ailleurs, Jennifer, en 2016. Voilà, donc 2 profils au départ avec la même formation, mais des expertises, on va dire, différentes. C'est pour ça qu'elles sont là toutes les 2 aujourd'hui, notamment parce que Jennifer accompagne, elle, beaucoup plus spécifiquement des petites collectivités, puisqu'elle nous a dit que moins de 90% des collectivités qu'elle accompagne, donc dans le Haut-Rhin, ont moins de 50 agents. Et puis, elle a aussi cette casquette de les accompagner et de suivre dans la continuité. Donc, elle pourra notamment nous parler plus particulièrement de la pérennité de la démarche des risques psychosociaux. Et puis, Éric, donc, qui a pris une activité de 10 ans dans le milieu hospitalier, où il a effectivement piloté déjà la politique de prévention des risques psychosociaux pour les soignants d'un grand hôpital, a rejoint donc le Fonds national de prévention de la CNRACL en 2014. Voilà, et donc il travaille à accompagner les collectivités, les établissements de santé dans l'élaboration, la mise en œuvre des projets de prévention des risques professionnels et plus particulièrement, Eric, pour les régions Normandie, Hauts-de-France et Grand Est. Voilà pour ces quelques présentations. Donc, on est ensemble pour 1 heure. Avant de commencer, je vous rassure donc sur le fait que le support est d'ores et déjà téléchargeable sur GoToWebinar et que l'ensemble des sources que l'on va citer, vous les retrouverez
En fin de support PowerPoint, hein, vous aurez des liens, ce sera directement cliquable. Donc tout ce qu'on peut à un moment donné évoquer, vous retrouverez les ressources sans problème avec le support. Et il y a un deuxième document que vous pouvez télécharger qui s'appelle le e-paper RPS. Et ce e-paper est important puisque c'est sur celui-ci qu'on s'est basé un petit peu pour positionner les questions que je vais poser aux intervenants aujourd'hui. Et donc, vous retrouverez l'essentiel des éléments de réponse sur ces questions dans ce document-là. Voilà pour la partie logistique. Je vais commencer tout de suite. Première question à nos intervenants. Comment et pourquoi, en fait, hein, pour quelles raisons, évidemment, s'engager dans une démarche de prévention des RPS? Alors, je vais passer la parole à Eric peut-être en premier. Alors, je ne vais pas répondre à comment et pourquoi s'engager, mais pour comment et pourquoi ne pas s'engager. Nous sommes malheureusement, je dirais, sollicités trop souvent au sein du Fonds national de prévention par des collectivités ou des établissements de santé qui ont pour ambition simplement, je dirais, d'intégrer les risques psychosociaux au DU, parce que c'est une obligation réglementaire. Et si on part avec cette optique, alors c'est pas pour jouer sur les mots, hein, mais si on part avec cette optique de simplement remplir un beau tableau Excel avec les risques identifiés et puis derrière un plan d'action très très sommaire, c'est pas une démarche RPS qui est menée. Donc on va le voir par la suite, c'est bien au-delà ce que l'on préconise de faire. Oui, en fait, l'idée, c'est vraiment de savoir pourquoi on le fait, pourquoi on souhaite s'engager dans une telle démarche, quels sont les objectifs. Donc, ceux-là, il faut vraiment bien les déterminer, bien les établir dès le départ pour être vraiment en phase sur les motivations qui me motivent cette démarche. Et pour rebondir là-dessus, c'est quelque chose qui est vraiment important, hein, de pouvoir définir les objectifs et aussi, et l'engagement commence par là, c'est de les communiquer au niveau de l'ensemble du personnel pour que ce soit vu effectivement par les agents comme quelque chose d'utile, quelque chose qui va leur servir au quotidien, pas juste en leur envoyant une note de service, mais vraiment en allant au contact des agents, essayer de leur expliquer à quoi ça va servir et générer cet engagement de la part des agents du terrain pour qu'ils viennent participer dans les diagnostics et pour un peu casser les idées reçues avec des phrases qu'on a souvent, nous, à quoi ça sert que je participe? De toute façon, ça ne changera pas. Oui, cette communication, elle doit vraiment permettre d'impliquer les agents à tous les niveaux, à tous les échelons. C'est vraiment l'ensemble de la ligne managériale, l'ensemble de la ligne hiérarchique qui doit être impliqué. Par retour d'expérience, parfois, on a des retours. Ah bon, il y a peu de participants, comment ça se fait? Et en fait, souvent, le problème, il se situe à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a pas eu de vraie communication. On n'a pas cherché à réellement mobiliser les agents. Donc, c'est la question qu'il faut se poser dès le départ. Comment mobiliser l'ensemble des agents? Comment impliquer l'ensemble de la ligne managériale? Puisque c'est uniquement en réussissant sa communication du début qu'on arrivera à une démarche qui portera ses fruits. Oui, je D'accord. me permettrai juste de rajouter, pour terminer sur cette première question, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des mots, notamment du risque psychosocial. Il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste de psychologie, en tout cas en tant que décideur dans une collectivité ou dans un établissement de santé, pour se lancer dans une démarche de cet ordre-là. Ce que je peux me permettre de recommander, alors dès qu'on arrive sur une collectivité de taille assez conséquente, c'est éventuellement d'opter pour une politique des petits pas. Ce que j'appelle politique des petits pas, c'est-à-dire plutôt que de se dire je vais couvrir les risques psychosociaux de l'ensemble des unités de travail de mon collectif, tiens, mais je vais aller à un endroit où il y a peut-être un problème saillant, ou peut-être déjà une petite expérience et une réflexion sur l'amélioration collective des conditions de travail, et de s'appuyer en fait sur ces exemples vertueux, d'accepter de se dire qu'on va pas tout résoudre d'un seul coup et qu'il faut y aller par étapes avec des objectifs clairs, simples, et finalement une progression des petits pas, mais vertueuse parce qu'on avance au moins. Voilà. Parce qu'on commence par quelque chose. Effectivement, ça Tout à fait. fait le lien. Si certains d'entre vous, peut-être, ont participé au webinaire du mois de septembre, Marie-Odile Gauthieron avait bien effectivement parlé avec ces mêmes termes, hein, de la démarche des petits pas. C'est-à-dire, l'idée, c'est
il faut commencer par quelque chose et on commence par une unité de travail, par un service, mais en tout cas, on commence. Et effectivement, le webinaire du mois de septembre, on l'avait intitulé Osons avec entrain. C'était ça, c'était l'idée, c'était pour les gens qui n'étaient pas encore engagés, de vous donner envie, en tout cas, d'oser initier une démarche. Et maintenant que et puis aussi de désacraliser un petit peu toute cette démarche RPS. Et aujourd'hui, on part du principe effectivement qu'on a des gens qui sont plutôt engagés dans une démarche, et on va, je remets le programme parce que je vous l'ai pas mis tout à l'heure, s'intéresser effectivement à la phase de lancement et à la phase de conduite du projet, en regardant effectivement avec nos intervenants quels facteurs de réussite et quels freins peuvent intervenir dans ces étapes-là. Voilà, donc je vais effectivement vous proposer de nous intéresser pour commencer à la phase de lancement du projet, voir quels freins, quels facteurs de réussite peuvent être identifiés à ce stade. Et puis bien sûr, après, on passera à la phase de conduite. Alors peut-être Eric, d'abord, je vais vous interroger sur les freins. Quels peuvent-ils être, ces freins, quand on se lance dans un projet de prévention des risques professionnels, des risques psychosociaux, pardon. Alors, je dirais sur le portage de projet, tout d'abord, un frein ou un risque majeur peut être une sorte de personnalisation, d'avoir un chef de projet unique qui doit en fait se débrouiller un peu tout seul. C'est-à-dire qu'on peut voir, je caricature presque, hein, mais sur une fiche de poste, tiens, on va rajouter une ligne, tiens, toi, t'es chargé de la démarche RPS, vas-y, débrouille-toi. Et c'est-à-dire, ça sous-entend derrière qu'il n'y a pas de soutien vraiment de la hiérarchie, il n'y a pas de soutien du politique, si c'est sur une collectivité territoriale, et les collègues dans les autres directions, autres unités de travail ne sont même pas vraiment informés de la démarche. Si on est une organisation un peu en silo. Donc ça, c'est un risque majeur. C'est vraiment une démarche collective, une démarche portant sur les risques psychosociaux. Oui, et puis même si le projet, si on veut qu'il démarre, il faut que le portage il soit solide. Si le portage, dès le départ, il est fragile, alors il est sûr et certain que la démarche, elle ne va pas vivre dans le temps. Donc ça va très vite s'essouffler. Et puis, et c'est bien dommage. Ce serait dommage que, au final, une idée si utile, si précieuse, que ça finisse au fond d'un tiroir, quoi. Merci, Sifra. Et on peut avoir le cas aussi d'une personne qui, au contraire, est particulièrement motivée, passionnée par le sujet, mais qui, du coup, va ramener tout le projet à elle, en fait. Et c'est également contre-productif, avec le risque d'ailleurs que cette personne se retrouve submergée par l'ampleur du sujet à un moment. Donc, voilà. Encore une fois, toujours une démarche collective. Oui, et puis ça demande aussi pour certaines personnes de savoir déléguer, parce que c'est pas toujours simple non plus, mais d'être aussi dans le partage des informations et d'être vraiment dans une logique de co-construction, de portage de la démarche. D'accord, donc Alors, effectivement, oui, Eric, pardon. non. Oui, non, je voulais juste te dire, au-delà du portage, je pense aussi qu'il faut, dès le lancement du projet, avoir un gros travail de définition initiale de ce dont on va parler, en fait. Et pour se mettre d'accord sur le ressenti, passer du ressenti à une sorte d'objectivation des choses dans un collectif de travail, il est nécessaire, indispensable de faire un diagnostic poussé, porté sur les risques psychosociaux. Alors nous, on recommande aux collectivités de nous saisir éventuellement au plus tôt dès qu'elles ont l'idée du projet, mais en fait la définition après partagée du projet ne pourra exister que lorsque on aura fait ce diagnostic et que donc derrière on sera capable de poser des objectifs très ciblés par rapport à ce diagnostic. Je prends un peu le contre-pied. Si on nous sollicite en disant, bah oui, notre objectif, nous, c'est de réduire les risques psychosociaux, ou l'autre formulation bateau, c'est réduire l'absentéisme ou améliorer les conditions de travail, jusque-là, je sais pas très bien ce que ça veut dire. Donc, on va aller creuser en partant du diagnostic pour définir des objectifs opérationnels très, très précis. Et par rapport à cette phase de diagnostic qui est très importante, comme l'a dit Eric, hein, c'est vraiment là où on va pouvoir trouver vraiment concrètement des pistes d'amélioration en allant chercher à comprendre ce qui se passe concrètement sur le terrain. Cette phase de diagnostic, elle se fait pas n'importe comment et pas par n'importe qui. Ça, c'est vraiment important et on le redira plus tard, mais il y a des compétences spécifiques et des outils qui sont importants pour faire ce diagnostic-là et qu'il faut manipuler avec précaution.
Merci. Donc effectivement, on entend dans les freins d'avoir un portage de projet qui soit suffisamment étayé et puis une demande initiale suffisamment pareil définie. C'est vrai que voilà, en tant que consultant aussi, on peut être sollicité, hein, Sifra, Jennifer, Eric aussi d'ailleurs, parfois par effectivement des demandes de gens qui ont à cœur de bien faire. Hein, voilà, la demande est finalement louable, hein, de vouloir réduire les risques psychosociaux, mais c'est pas une demande définie. C'est un vœu pieux et voilà, et ça mérite d'aller effectivement mieux définir cette demande pour pouvoir effectivement avancer sereinement. Et alors, du coup, concernant les facteurs de réussite sur cette phase de lancement, peut-être on pourrait commencer, parce que c'est vrai que dans les facteurs de réussite, il y a quelque chose qui me paraît important et qui ne vaut pas que pour les risques psychosociaux, hein, mais pour beaucoup de projets, qui est la notion de la constitution du comité de pilotage, parce que c'est vraiment quelque chose, voilà, encore une fois, qui est un élément important de tout projet et qui l'est d'autant plus, je pense, dans un projet de prévention des RPS. Eric, si vous voulez dire quelques mots. Alors cette question du comité de pilotage, c'est vrai qu'elle revient dans tous les projets. Hein, on parle de comitologie, c'est le nouveau mot à la mode là-dessus. Donc comment constituer un comité de pilotage? J'ai pas de réponse miracle, j'ai pas de réponse standardisée sur le sujet. Ce que je dirais, c'est que ça dépend déjà évidemment de la taille du collectif de travail considéré. Si on est sur, alors je vais prendre une valeur symbolique, si on est à moins de 50 agents, c'est-à-dire a priori sans CHSCT, comité technique ou comité technique d'établissement si c'est dans le secteur de la santé, le comité de pilotage, on doit simplement veiller à ce qu'il soit pluridisciplinaire a priori et que ce soit pas vraiment l'affaire de spécialistes comme on peut voir parfois, c'est tiens ça c'est l'affaire du DRH, allez tu t'y colles et puis voilà. Donc que ce soit partagé et qu'il y ait dans une petite collectivité, un petit établissement de santé, qu'il y ait des bénéficiaires eux-mêmes, qu'on prenne aussi des soignants, des agents techniques, etc., qui en ait au moins un ou deux qui puissent représenter, porter la voix du terrain entre guillemets au moment de comité de pilotage qui est là pour valider en fait les actions, pour valider le plan d'action et les mettre en œuvre. Donc ça c'est une chose. Et puis si on passe au-delà de 50 agents, ce que l'on recommande fortement au FNP, qui fait partie un peu de notre culture, je dirais ancienne, c'est d'inclure également des représentants du personnel dans ce comité de pilotage, qui fassent un lien permanent. Alors après, il va y avoir des points d'information, OCT, CHSCT, etc., mais qu'ils assurent ce lien malgré tout avec les instances représentatives du personnel. Voilà. Oui, donc les personnes qui sont intégrées à ces comités de pilotage, la constitution de ce comité de pilotage, c'est vraiment un facteur important de réussite. La question de qui on intègre, comment on les intègre et à quel moment, puisqu'il y a aussi des personnes qui peuvent être pas forcément là tout au début, mais qui peuvent s'intégrer au fur et à mesure de la démarche, ce sont des questions qui sont vraiment primordiales. Et ça demande aussi de prendre le temps. Il ne s'agit pas de vouloir rassembler un certain nombre de personnes et c'est bon, on a un comité de pilotage. Non, ça demande une réflexion quand même plus approfondie puisqu'il faut prévoir un temps aussi pour savoir où on met les pieds en quelque sorte, pour appréhender le contexte, pour avoir tous les tenants, tous les aboutissants, pour ne rien laisser au hasard en quelque sorte. Et lorsque on entame cette démarche avec la réunion de lancement, il est nécessaire que chacun puisse vraiment bien s'exprimer pour prendre la mesure en quelque sorte de ce qu'il, de ce qu'elle aura à faire, puisque bien sûr, il faut que chaque membre du comité de pilotage ait un rôle à jouer, mais qu'il ait conscience de ce rôle à jouer. Il y a une interdépendance en quelque sorte qui s'installe entre les membres de ce comité de pilotage. Il faut vraiment que ce soit une équipe pour pouvoir travailler ensemble. Et alors, je vous coupe 2 minutes, Jennifer. Du coup, Sifra, avec l'expérience de consultante et de toutes les missions que tu as menées, tu confirmes ce que dit Eric sur le fait qu'il n'y a pas vraiment du coup de
voilà, de comité de pilotage miracle, en fait. Hein, il n'y a pas de comité de pilotage type, mais effectivement, il est important d'avoir un certain nombre de prérequis et de bien poser le cadre. En fait, à partir du moment où on pose le cadre, que les attentes elles soient claires par les différents parties, ça déjà c'est un bon point de départ. Et Jennifer, pareil, même question du coup du haut de vos différentes expériences en fait sur ce sujet. Je rejoins parfaitement ce que Eric et Sifra ont pu dire, avec la nécessité pendant cette première réunion de lancement dont Sifra parlait, de effectivement bien définir le rôle de chacun. Il faut qu'en sortant de la réunion, chacun sache ce qu'il doit faire, quel sera son rôle sur tout le long de la démarche. Mais c'est aussi une première réunion où il faudra lever les craintes, notamment des managers qui sont censés être les porteurs du projet, de la démarche, de la bonne communication auprès de leurs équipes, des agents qui sont sur le terrain. Puisqu'il y a de nombreuses idées reçues sur les risques psychosociaux, avec la notion de chasse aux sorcières, on va couper des têtes, on va chercher de mauvais managers. Enfin, il y a vraiment cette crainte aussi d'être remis en cause dans ces pratiques, qui sera forcément là, hein, puisque le but c'est aussi de remettre en cause, de remettre en question en tout cas les pratiques pour les faire évoluer. Mais c'est quelque chose qui humainement peut être difficile puisqu'on vient à toucher à l'identité professionnelle des managers. Et ça s'accompagne. Et justement, c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir cibler la ligne managériale pour qu'ils puissent être impliqués. D'accord. Donc effectivement, à ce stade-là du webinaire, on voit qu'il faut une demande initiale du besoin bien défini, portée avec force par un comité, par un chef de projet et par un comité de pilotage. Ne pas faire l'économie de prendre ce temps de comité de pilotage pour rassurer, effectivement lever les craintes, etc. Quel autre facteur de réussite, Eric ? Alors je dirais qu'avec effectivement ces 3 piliers, il y en a un 4e qui doit naturellement naître si les 3 premiers sont présents, mais qui peut naître des fois un peu dans la douleur, c'est d'avoir une définition partagée du projet. J'entends par là en fait qu'il faut s'entendre sur le champ des possibles, donc sur les objectifs que l'on s'est fixés. Souvent au détour du diagnostic, en fait, si le diagnostic est bien fait, il y a certes une phase que j'appellerais sommairement et schématiquement phase un peu de plainte, de récrimination, voilà ce qui ne va pas, mais aussi de la part des intéressés, des propositions d'amélioration. C'est vrai que si on avait tel ou tel moyen, par exemple, on pourrait travailler autrement, etc., etc. Donc il y a ce travail en fait d'écoute et de recueil des idées du terrain qui doit être travaillé, qui doit être digéré par le comité de pilotage. Et là, on accède, du coup, si c'est bien fait, à une démarche participative sans que le mot soit galvaudé, parce que très souvent c'est galvaudé. Mais là, il n'est pas galvaudé si on a clairement indiqué aux gens qui s'expriment sur leurs conditions de travail que, évidemment, on va agir dans un cadre déterminé, un cadre budgétaire, un cadre décisionnel, etc., mais qu'on va pouvoir débattre et inclure leurs idées dans le débat. Et que ce ne sera pas un plan d'action dispensé par une hiérarchie sachante qui descend et qui prend des bonnes actions pour les gens sur le terrain. Voilà. Et d'accord. Pardon, d'accord. Et je voulais, parce que j'étais en train de penser à autre chose. Tout à l'heure, je voudrais revenir juste sur un élément que tu as un peu abordé, Eric, mais je voudrais avoir l'avis alors de Jennifer ou de Sifra hein, sur les partenaires sociaux dans le comité de pilotage. Voilà, c'est une question aussi qui revient souvent. Est-ce qu'il faut, voilà, tu as apporté un premier élément de réponse. Est-ce qu'il faut les inclure dans le comité de pilotage, Jennifer ? Alors, c'est obligatoire en fait de travailler en collaboration. En fait, ça fait partie du texte de loi sur les RPS dans la fonction publique territoriale. Hein, c'est la circulaire de 2014 qui le prévoit. L'objectif étant d'informer et de consulter les partenaires sociaux, à savoir le CHSCT, mais également le CT, puisque potentiellement avec les plans d'action, on va venir à toucher à l'organisation du travail. Donc, dès lors qu'on touche à l'organisation, on est dans cette obligation de consultation. Mais c'est important aussi qu'ils puissent être partie prenante dès le départ. Alors, dans les collectivités où on a moins de 50 agents, hein, comme le disait Eric, les représentants du personnel sont au CHSCT du centre de gestion. Donc là, on ne va pas demander à ce qu'ils puissent participer dans le comité de pilotage, hein, puisqu'ils ne font pas partie de la structure. Mais dès lors qu'on a une collectivité qui a son CHSCT local, on demande à ce qu'il y ait au moins un représentant du personnel qui puisse être là
pour justement aussi transmettre les informations qui seront données et transmettre alors pas la bonne parole puisqu'on n'est pas dans une démarche comment dire, de publicité ou autre, mais de montrer qu'il y a un engagement, de pouvoir partager ces enjeux qui ont pu être dits. Et parfois, ça permet durant la réunion de lancement aussi un peu de réduire les tensions qui peuvent exister entre les représentants du personnel et les représentants de l'autorité territoriale, puisque les relations ne sont pas toujours simples et des fois ça peut être des débats stériles qui tournent en rond. Donc le but c'est aussi de pouvoir parler de la même chose, dire les enjeux de chacun et essayer de clarifier l'objectif de la démarche. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Je confirme, et je me permets juste d'ajouter que c'est à peu près à quelque chose près la même chose pour la fonction publique hospitalière. Voilà. Ok, très bien. Ah oui, tout à fait. Bonne précision. D'accord. Et alors maintenant, si on regarde un peu les mêmes éléments, freins et facteurs de réussite, maintenant, une fois qu'on est passé dans la phase de conduite du projet, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les freins une fois qu'on a passé, alors je change de slide, voilà, une fois qu'on est passé sur la conduite du projet? Alors, parmi les freins, je dirais, je vais me permettre une boutade, je voudrais vexer personne, mais le pire, ce serait peut-être de donner ça à un ingénieur santé-sécurité. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, il n'y a pas de réponse automatique, standardisée sur d'autres risques. On sait très bien que, je sais pas, voilà, il y a des risques de chute, etc. On va avoir des équipements de protection individuelle pour la chute. Il y a des réponses réglementaires et toutes faites sur beaucoup de risques, et qu'il est indispensable d'appliquer. Sur les risques psychosociaux, ça n'existe pas. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette standardisée, et il ne peut pas y avoir la tentation, je dirais, d'aller chercher ce qui s'est fait chez le voisin et de le copier, en fait. Tout à l'heure, tu évoquais, Carole, l'e-paper RPS qui est sur le site du FNP là-dessus. En fait, cet e-paper, si on regarde bien, il se permet plus de faire des recommandations sur la conduite du projet que sur le fond des risques psychosociaux, parce que là, chaque solution naît forcément sur le terrain de la confrontation entre les avis des uns et des autres et de l'orchestration de cette confrontation. Donc voilà, il n'y a pas, d'autre alternative là-dessus. Et puis je dirais dans les freins aussi, ça peut être, et c'est presque le corollaire de ce que je viens de dire, hein, c'est une direction ou des politiques, des élus qui veulent bien mener une démarche risques psychosociaux, mais à bruit bas, quoi, grosso modo, hein, sans trop s'investir, parce que bon, on va pas faire de vagues. Ça rejoint presque ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est on veut juste intégrer les RPS au DU. Et donc là, forcément, évidemment, ça ne portera aucun fruit. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important de bien choisir son prestataire. Comment dire? Il y a certaines compétences qui sont nécessaires pour analyser ce qu'on appelle le travail réel, pour donner la parole aux agents qui sont sur le terrain, puisque seuls eux peuvent parler de ce qu'ils vivent au quotidien, de leurs conditions de travail. Donc c'est quelque chose qui est important, c'est bien de comprendre comment choisir, quelles sont les compétences recherchées, la méthodologie aussi qui sera mise en place. Et il faut vraiment se méfier de ces approches un peu standardisées. Dans le sens où le diagnostic, l'outil qu'on a, qui le fait et comment, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Les outils que nous on utilise en tant que psychologue du travail sont des questionnaires ou des outils qui sont validés scientifiquement. On va pas enlever une question si elle gêne, comme disait Eric. Hein, voilà, on veut parler de certaines choses, mais pas trop non plus. S'il y a des questions qui nous dérangent, on les enlève pas, puisque justement, si elles nous dérangent, c'est qu'il y a bien un problème sur lequel on va pouvoir agir. Et le risque en enlevant des questions, c'est qu'on va venir déséquilibrer l'outil et du coup, on va mettre en péril toute la démarche scientifique qui est derrière dans cette notion-là. Oui, effectivement, c'est important et je pense qu'on l'a pas évoqué encore, mais l'INRS a fait un document hein, où il montre l'ampleur hein, du nombre de questionnaires diagnostics RPS qui peuvent exister, donc une quarantaine, avec autant de fiches qui les décrivent, ces différents questionnaires, avec un certain nombre de critères, l'objectif, la structuration, la disponibilité, etc. Donc, il y a beaucoup de méthodes possibles. Donc, voilà, ce qui est important dans ce que vous mentionnez, c'est qu'il faut choisir, enfin déjà, faire le choix dans ces différentes méthodes. Et par contre, une fois qu'on les a choisies,
assurer, hein, si j'entends bien, une certaine validité scientifique, dans le sens où un questionnaire, c'est pas je prends une structure et puis j'enlève un certain nombre de questions et je le fais à ma sauce, puisque derrière il y a une validité scientifique, hein, c'est le terme je crois que vous avez utilisé, Jennifer, et effectivement il faut pouvoir maintenir cette validité, et donc on ne peut pas s'approprier, on va dire, finalement le questionnaire en rajoutant et en enlevant des questions voilà, au gré de ce qui nous plaît ou de ce qui nous plaît pas. Et J'ai pour oublié de compléter, préciser. Carole, Pardon. Oui. C'était aussi pour rebondir, parce que j'ai encore eu le cas, le diagnostic RPS doit permettre d'agir sur le travail et pas de répondre à des objectifs cachés. Et c'est pour ça que c'est important aussi, quand on choisit le prestataire, de faire attention à ça. Si moi, on m'appelle, on me dit oui, on va faire un diagnostic RPS pour que dans vos conclusions, il y a écrit qu'on ait trop de personnel. Non, en fait, j'y vais pas. Enfin, c'est aussi un peu ça l'idée, c'est un prestataire qui accepte, c'est pas une méthode RPS. Et juste sur les prestataires et à propos de la rigueur scientifique aussi, j'en appelle à la plus grande prudence de la part des collectivités pour la définition de leur cahier des charges, parce que, et fort heureusement c'est pas la majorité, hein, mais il peut y avoir des prestataires, excusez-moi l'expression, mais un peu marchands de soupe, c'est-à-dire qui se sont simplifiés eux-mêmes la vie, qui ont fait leur petite méthode à leur sauce et qui viennent avec quelque chose de tout fait qui est plaqué sur les préoccupations de la collectivité, mais qui en fait ne répond en rien aux préoccupations profondes de la collectivité. Donc c'est être très rigoureux sur la définition en amont de ce qu'on attend d'un prestataire. Voilà. Oui. On reboucle avec ce qu'on disait effectivement en introduction sur la définition du projet, parce que si votre projet n'est pas suffisamment défini, il y a toujours des gens qui effectivement viendront répondre à quelque chose, parce qu'eux, ils auront une réponse, mais pas forcément à la question que vous posez, si vous ne l'êtes pas posé de manière suffisamment claire. Et je crois aussi, Jennifer, parce que vous n'en avez pas parlé, me semble-t-il, donc que vous avez, donc au niveau du CDG 68, créé un certain nombre de fiches que vous appelez des fiches psychoressources, qui sont à disposition sur votre site, dont une qui concerne justement le choix du prestataire. Oui, c'est ça, effectivement. Alors, nous, on a pris parti au CDG 68 d'accompagner nos collectivités affiliées sur la prévention des RPS. Mais étant donné que je suis... Alors maintenant, on est 2, mais avant, j'étais seule pour accompagner 600 collectivités. On n'arrivait pas à accompagner tout le monde, ce qui a aussi créé des attentes. Et donc, pour ça, on a créé une fiche pratique pour aider les collectivités à pouvoir passer par un prestataire extérieur autre que le centre de gestion, mais en ayant des bons critères, on s'entend, mais en tout cas qui respectent cette notion de validité scientifique, de rigueur et de méthodologie approuvée. Sur ces questionnaires, prestataires, Sifra, est-ce que vous voulez ajouter? Alors, je suis passée du vouvoiement au tutoiement, hein, mais voilà. Un petit mot à rajouter, c'est lorsque on met en place un questionnaire, il faut s'assurer aussi qu'il soit en fait adapté au public que l'on a. Je pense notamment au niveau de langage, au niveau de compréhension, pour vraiment s'assurer que les questions posées, elles soient vraiment comprises de tous. J'avais l'exemple encore il y a quelques semaines avec un questionnaire qui s'adressait à des personnes en insertion qui parlaient pas bien le français, et les questions posées, elles étaient tout simplement incompréhensibles. Donc, ce qui peut être clair et simple pour un comité de pilotage ne l'est peut-être pas pour les personnes à qui ce questionnaire s'adresse. Donc, il faut bien valider ça aussi en amont et adapter le niveau de langage si nécessaire, tout en bien sûr préservant la validité scientifique du questionnaire. Donc, c'est un subtil équilibre à trouver, mais il faut y penser. Il faut vraiment y penser, puisque ça peut tout de suite impacter la participation, à avoir des questionnaires partiellement remplis ou pas remplis du tout. Donc, et un point aussi, c'est que si c'est un questionnaire voilà, qui se réalise en ligne et que chacun ait bien accès à un ordinateur ou à un smartphone pour le réaliser, parce que si on ne dispose pas l'outil d'entrée de jeu, ça risque d'être compliqué aussi en termes de taux de participation et donc de représentativité au niveau de l'échantillon. Oui, on voit bien avec vos différentes interventions que le choix effectivement du questionnaire en l'occurrence et du prestataire est un choix important. Et pour rebondir sur ce que disait Eric, c'est pas parce que ce questionnaire et ce prestataire a marché dans la collectivité d'à côté que ça marchera chez nous, et qu'il y a vraiment un soin et du temps à apporter dans ces choix-là. Et que sinon ça peut être un frein au niveau du projet. Quel autre frein du coup?
Alors, il y a un frein très fréquemment rencontré, je dirais, c'est celui d'une communication mal maîtrisée. Euh, Souvent, on confond communication avec bruit constant, si je puis dire, c'est-à-dire avec, à partir du moment où on se lance dans la démarche, on a une direction qui s'inquiète beaucoup, qui veut que les gens adhèrent, donc qui va inondé de mails, d'affiches, de voilà, on va dire c'est super, on est dans la démarche des RPS, on est à votre écoute, etc., etc. Comme si ça avait une fonction autoréalisatrice, c'est un peu la méthode Coué, quoi. On veut y croire, donc on va Mmh. beaucoup en parler. Et en fait, si les agents ne se reconnaissent pas dans cette communication, très vite, ils vont peut-être même aller jusqu'à mettre en spam les mails qui arrivent de la direction sur le sujet. Donc voilà, il faut que ce soit il faut pas que ce soit une communication esbrouf, je dirais. Il faut qu'elle soit ciblée vraiment sur ce qui intéresse les agents. Je dirais, et à l'inverse, juste excusez-moi pour finir, c'est que si à l'inverse la communication est trop sporadique, je dirais les agents vont avoir le sentiment, enfin à juste titre, d'avoir été sollicités sur une phase de diagnostic, et puis après derrière, ça a disparu. Tout a disparu. Il y a quelque chose qui est en train d'être digéré en haut lieu dans un comité de pilotage, mais on ne sait pas quoi, et puis on ne sait pas concrètement ce qui va pouvoir être amélioré. Donc là aussi, c'est un travers opposé à éviter. Oui, c'est vraiment le fil rouge, hein, c'est de savoir quand on communique, donc d'établir un calendrier dès le début et de s'y tenir. Il y a un point aussi qui est important, c'est la communication informelle. Donc aller à la rencontre des gens, ne pas leur expliquer, enfin, ne pas hésiter à leur expliquer le pourquoi du comment, parce que parfois il peut y avoir des quiproquos qui émergent du type ah mais on a été informé que la veille et qu'il y avait tel ou tel entretien, alors qu'en fait non, c'est dans les tuyaux depuis bien longtemps. Mais voilà, donc expliquer en fait le pourquoi du comment pour éviter justement ces quiproquos qui sont au final juste des interprétations. Mais donc peut-être qu'il y a un vrai souci de communication dès le départ, soit il y a eu l'information qui n'est pas passée. Hein. De toute façon, dans la communication, il y a deux choses. Il y a le fait de donner l'information, il y a le fait d'aller la chercher, mais il y a aussi le fait, lorsqu'on donne l'information, s'assurer qu'elle a bien été reçue. Euh, Puisque Ouais. j'ai souvent ces exemples-là de ah oui, mais on a fait de l'affichage, on a mis des notes dans les bulletins de paye, on a communiqué sur l'intranet, donc des informations un peu partout. Et puis au final, euh, les agents qui disent ah bah nous on n'était pas au courant. Donc d'où vient cet écart en fait, cet écart de perception. D'accord. Donc j'entends effectivement dans les freins cette notion d'approche trop standardisée à éviter, d'une communication qui serait trop formelle, effectivement aussi, qui peut ne pas hésiter à aller chercher ce que vous disiez, Sifra, ce que tu disais, Sifra, de l'information informelle. J'ai affiché avec un temps de retard, voilà, des slides qu'on avait indiqués sur le premier webinaire sur l'importance du diagnostic. Qu'on avait déjà évoqué avec cette démarche en 3 temps, et connaître, comprendre et agir. Et avec la phrase de Marie-Odile qui disait effectivement ne peut agir que contre ce que l'on connaît. Donc ça veut dire qu'avant d'agir, il faut bien évidemment, et on le repose une dernière fois avant de passer à la suite, voilà, l'importance de ce diagnostic, puisque c'est quand même une étape clé pour pouvoir agir de manière efficace par la suite. Et peut-être un dernier frein, je crois, Eric, dont vous... Alors attendez. Oui, sur le suivi et l'évaluation éventuellement. Et ben voilà, c'est ça. Il me semblait qu'il y avait un troisième frein, j'étais en train de chercher. Merci Eric, je vous laisse la parole. Je suis, hein. Oui, à propos de suivi d'évaluation, en fait, ce que l'on voit aussi souvent dans les démarches risques psychosociaux qui est maladroit, c'est cette vision trop schématique du projet où on va avoir d'un côté la phase de diagnostic. Alors là, on a été très attentif à ce que disaient les agents, à ce qu'ils faisaient remonter, etc., etc. Et puis après, on va passer sur une phase plan d'action. Et alors là, voilà, on agit, on dispense de la solution, mais on n'est plus attentif à ce que pensent les agents. Donc évidemment, vous voyez bien que la bonne solution, je dirais, elle est dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'il faut en permanence, en fait, c'est un processus vertueux, c'est la route des MIG en qualité, etc. C'est un processus où en permanence, on va réinterroger ce qu'on est en train de mettre en œuvre.
On va évaluer ce que l'on a fait, quitte par exemple à redispenser, alors pas forcément l'intégralité du questionnaire, mais sur certains items, etc., aller revoir les agents, vérifier un peu des écarts par rapport à la situation initiale. Et c'est finalement, pour reboucler avec ce qu'on a dit juste avant sur la communication, c'est ça la bonne communication. C'est vraiment d'être au plus près des conditions de travail des agents et pour que eux-mêmes, du coup, prennent conscience que oui, il y a certains éléments qui ont évolué depuis le début de la démarche. Alors c'est peut-être pas encore parfait, donc on va prendre une petite mesure corrective, etc. Mais voilà, il faut être au plus près en permanence de ça et être attentif au retour, aux réactions du terrain, aux réactions des bénéficiaires en fait de telle ou telle action. Et pour rebondir là-dessus, effectivement, c'est important d'être dans une démarche continue et pas dans une démarche projet qui a un début et qui a une fin. On est dans une démarche d'amélioration continue des conditions de travail, des relations de travail, euh, parce que c'est comme ça qu'on avance et c'est important aussi que les agents se rendent compte qu'il y a des actions, comme l'a dit Eric. Nous, on essaye de faire en sorte que les collectivités qu'on accompagne changent un peu leur pratique même managériale avec l'idée que le questionnaire, la grille d'entretien qu'on utilise, qui est celle de l'INRS, qu'on a adapté à la fonction publique en ajoutant, en changeant le vocabulaire utilisé, exactement celle-là, merci Carole. Et on a adapté les questions à l'intérieur pour que ça corresponde au vocabulaire de la fonction publique. J'ai rajouté également une question sur la communication, qui est un des facteurs de risque les plus importants dans la fonction publique territoriale, en tout cas dans nos collectivités. Ça ressort souvent en orange-rouge sur pas mal de questions. L'idée, c'est que les managers, en fait, une fois par an, reprennent cette grille, se posent avec leurs équipes et en discutent. Viennent vraiment mettre cette notion de discussion autour du travail, autour de la façon dont on le réalise en collectif et en individuel, pour que qu'on puisse aussi, pendant ces temps-là, trouver des moments de régulation, que ce soit un espace de régulation du travail. Alors, il y en a qui ont même décidé de le faire plusieurs fois par an, hein, une fois tous les 6 mois pour se remettre d'équerre par rapport à la charge de travail, par exemple. Mais c'est vraiment quelque chose qui est important de changer de pratique et de faire de la prévention quelque chose qui soit ancré dans les pratiques quotidiennes et pas juste une action en plus qu'on rajoute sur la charge de travail qui existe déjà. D'accord, très bien. Donc voilà, réinterroger les facteurs au niveau de l'équipe assez régulièrement. Sifra, est-ce que tu veux ajouter encore un... Oui, Eric tout à l'heure parlait de retourner vraiment aux fondamentaux. Juste pour rappel, le document unique de l'évaluation des risques doit être mis à jour au moins une fois par an ou lors de tout événement qui va modifier les conditions de travail, qui va modifier l'exposition aux facteurs de risque. Et donc, ça vaut aussi pour les risques psychosociaux. Après, il ne faut pas que la motivation, elle soit uniquement de répondre à un cadre réglementaire, puisqu'on voit bien dans la pratique que si c'est ça la seule motivation, il ne se passe pas grand-chose derrière. Donc, il faut qu'il y ait une vraie une motivation humaine derrière, je dirais. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même un cadre qui est à respecter, évidemment. D'accord, parfait. Alors, je regarde le temps. Il nous reste un gros quart d'heure et il nous reste effectivement, on a passé un petit peu de temps sur les freins au niveau de la conduite du projet. Donc, on va regarder maintenant plutôt du côté des facteurs de réussite. Lors du précédent webinaire, on avait beaucoup parlé pour la fonction publique du sens en fait au travail en tant que levier dans une démarche RPS. Peut-être qu'on peut repartir voilà, de ça. Hop, je mets là. Ah, parfait. Donc effectivement, le premier facteur de réussite, c'est d'avoir une approche qui soit centrée sur le travail réel des personnes, sur le sens du service public qui est très fort pour les fonctionnaires et les territoriaux en particulier, les hospitaliers aussi. On y a vraiment des études qui prouvent que les gens sont là par choix, par valeur, par sens trouvé au service public. Et cette notion d'être centré sur le travail, c'est venir s'intéresser au travail réel et non au travail prescrit. Alors, c'est un vocabulaire qu'on utilise beaucoup en psychologie du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Le travail prescrit, ça va être ce qu'il y a sur la fiche de poste. Et le travail réel, ça va être tout ce que vos agents vont faire pour réaliser ce qui est écrit sur la fiche de poste. Donc, tous ces temps cachés, ces petites actions qui vont permettre de réaliser ce qui leur est demandé, c'est ça qu'on va venir interroger pour essayer de travailler concrètement sur les conditions de travail, d'organisation. Et c'est ça qui va être important, c'est comment on va pouvoir agir là-dessus par exemple, on va travailler sur le nombre d'interruptions que les agents d'accueil vont avoir.
On va travailler sur l'organisation du service technique pour éviter qu'ils changent de tâche à l'improviste en fonction des urgences des uns et des autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très concret. On va venir réinterroger l'organisation du travail avant d'organiser des moments de convivialité, de mettre en place un baby-foot, de mettre en place du sport, de mettre en place du yoga et j'en passe. Alors c'est bien si ça existe, mais c'est pas ça agir pour la prévention des risques psychosociaux. L'idée, c'est vraiment que ce soit connecté à la réalité d'exercice du travail des gens, d'être au plus près des agents, en évaluant les moyens qu'ils ont à disposition, quelles sont les ressources également, quels sont les objectifs qu'on leur fixe et d'essayer de faire la balance entre tout ça pour qu'on soit vraiment dans cette notion où les agents vont aussi être force de proposition. Souvent, ça arrive dans les diagnostics. Quand je leur demande, mais vous me parlez de ces difficultés, est-ce que vous avez des idées pour qu'on puisse le changer? Ils me disent oui, je l'ai déjà dit au chef, mais vu que ça vient des agents, ils n'écoutent pas. Et donc, c'est des choses qui sont importantes, ils osent le dire et moi, je les remonte. 80% de mon plan d'action que je propose à la collectivité, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est les équipes que j'ai interrogées. Et souvent, les actions sont mises en place par la suite parce que ça vient du prestataire, alors qu'en fait, elles viennent des gens sur le terrain. Donc, vos agents ont des idées pour améliorer les choses, il faut leur donner la parole. Et il faut aussi renforcer, c'est aussi cette notion de reconnaissance. Si on considère leurs actions, si on considère leurs idées, alors ils se sentiront également plus reconnus et écoutés. Oui, je voudrais juste, parce que en t'écoutant, je repensais à ce qu'on se disait juste avant le webinaire et pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incompréhension. On entend beaucoup parler en ce moment d'articles qui disent oui, les baby-foot, les séances de yoga. C'est une bonne chose de pouvoir avoir un baby-foot pour se détendre à la pause, de pouvoir organiser du sport ou du yoga pour les agents. Mais voilà, ce qui est très important, pour l'avoir vu effectivement aussi en intervention, c'est voilà, de bien se rappeler que moi, je repense à cet exemple qui est vieux, mais j'avais accompagné une collectivité avec des gens qui préparaient des repas pour les enfants et qui voulaient leur faire de la courge et qui n'avaient pas de couteau pour pouvoir couper de la courge et qui avaient arrêté de faire des purées de courge pour les enfants parce que voilà. Donc c'est vrai que souvent on se dit voilà, attention, c'est qu'il faut peut-être commencer par apporter l'outil, des choses qui sont des petites choses mais qui montreront qu'on a bien pris en compte effectivement ce dont les agents ont besoin et d'y aller effectivement par palier et de pas voilà de pas commencer par des actions, on va dire un peu, je crois qu'Éric tout à l'heure tu parlais d'esbrouf pour je ne sais plus quel sujet, mais en tout cas d'actions un peu voilà esbrouf parce que des fois les besoins sont plus simples dans un premier temps. Et voilà, c'était juste pour refaire, parce que c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses en ce moment là-dessus et je voudrais pas qu'il y ait d'amalgame. C'est bien, c'est super que les agents fassent du sport et du yoga et plein de choses, mais il y a simplement une notion de temporalité et à avoir sur ce sujet-là. Tout à fait, il y a une question de temporalité et puis aussi la façon dont ça va être perçu par les agents parce que si j'ai un super baby-foot, des super cours de yoga et du super café Nespresso, mais que en parallèle, je ne suis pas du tout écoutée, je ne suis pas soutenue dans mon quotidien, j'ai peu de marge de manœuvre, peu d'autonomie, une charge de travail qui explose. Du coup, la machine à café, ça va être un peu pris comme enfin, je sais pas comment dire, mais ça va pas être pris très au sérieux. Enfin, je pense que les agents préfèrent avoir des bonnes conditions de travail avant de penser vraiment au bien-être. Donc, après, voilà, l'un n'empêche pas l'autre, mais il faut d'abord s'attaquer au sujet de management de fond avant de vouloir faire du bien-être. En tout cas, ça m'amène au plan d'action, concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et il est indispensable que ce plan d'action il doit être réaliste, réalisable, concret. L'idée, c'est de passer de la théorie à la pratique et donc être le plus précis possible. Donc, par exemple, en ayant des objectifs SMART. Donc, pas de généralité du type améliorer la com. Ça veut juste rien dire. Ça veut dire quoi? Améliorer la communication ou développer la reconnaissance, mais la reconnaissance morale, financière, existentielle, reconnaissance du résultat, reconnaissance de l'investissement et comment on l'améliore. Donc l'idée c'est de dépasser juste quelques phrases sur une feuille avec lesquelles au final on ne peut pas faire grand chose. Donc il faut que ce soit concret.
Alors je rajouterais sur ça, et juste pour rebondir sur ce qui a été dit avant, c'est que acheter un baby-foot pour ses agents quand on n'a pas résolu des problèmes de conditions de travail graves, c'est même pire que si on ne faisait rien, parce que c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est prendre presque les gens pour des idiots, quoi. Ouais, On c'est va la phrase que je on- cherchais tout à l'heure. j'ai osé la formuler. On va au travail pour travailler, voilà, Mm. et on veut avoir de bonnes conditions de travail. Après, s'il y a un supplément d'âme et l'envie de faire des loisirs ou quoi que ce soit avec des collègues, c'est très bien, mais le préalable, c'est forcément qu'il y ait de bonnes conditions de travail. Voilà. Et après, je voulais revenir un instant aussi sur cette idée de plan d'action. Alors, j'approuve totalement ce que vient de dire Sifra. J'ajoute cependant un élément, c'est que parfois l'action à mettre en œuvre n'est pas forcément la conséquence immédiate de ce qui a été vu dans le diagnostic. Je m'explique. Un exemple qui me vient en tête, c'est un appel à projet qu'actuellement on mène au Fonds national de prévention sur les ATSEM, où il s'avère que les ATSEM sont globalement, dans un questionnaire qu'on a dispensé à plus de 900 ATSEM ont répondu, sont globalement satisfaites s'estiment reconnues dans leur travail. Or, en fait, quand on regarde, quand on creuse cette reconnaissance dans le travail, on réalise que dans les différents paramètres de reconnaissance, il y a un creux, il y a un point sombre, un point très noir, c'est la rémunération. Elles ont de fait une rémunération assez modeste par rapport à leurs tâches. Et finalement, si elles s'estiment reconnues, c'est avant tout, et là ça rejoint ce que tu disais Jennifer, par le sens qu'elles mettent dans leur travail et par la reconnaissance que leur témoignent des enfants. Et donc, vous voyez, c'est compliqué parfois de trouver, de trouver le lien de cause à effet, parce que si je pars de la reconnaissance et que je vois qu'il y a ce point noir reconnaissance financière, j'aurais la tentation de dire action-réaction, j'ai pas les moyens d'augmenter les salaires, donc là, circuler, il n'y a rien à voir, sur ce point-là, il n'y a rien à faire. Si, il y a à faire. Il y a à entretenir la bonne relation avec les enfants, entretenir la bonne relation avec les parents, les enseignants, etc., pour que cette motivation et ce sentiment de reconnaissance persistent. Sinon, il risque de s'effondrer. Et d'ailleurs, quand dans quelques cas, malheureusement, où il y a des situations difficiles avec des enfants, etc., où les ATSEM sont bousculés, en fait, par les enfants, là, tout s'effondre comme un château de cartes. Et donc, on est dans des situations qui peuvent devenir très problématiques et dramatiques. Voilà. Alors, je vous sens très animée par le sens au travail, mais je voudrais quand même, puisque l'heure tourne, qu'on puisse aborder d'autres facteurs de réussite dont on avait parlé. Je crois que le second concernait tournait autour de la concertation permanente qu'il est important d'avoir au cours de la conduite de projet. Peut-être quelques mots sur ce sujet. Je ne vais pas revenir, moi, sur certains points qui ont déjà été développés dans le premier webinaire. On a parlé tout à l'heure de cette communication formelle descendante, voilà, qui ne satisfait personne et qui répond à rien, en fait. Donc, évidemment, la concertation, c'est cette boucle qu'on a évoquée de remontée en permanence de réaction du terrain. Voilà, je n'en dirai pas plus puisque l'heure tourne. Et il faut pas aussi hésiter à revoir le plan de communication qui a été établi au préalable, de se dire, tiens, on avait prévu de faire une communication écrite, on se rend compte que ça marche pas, que c'est pas suffisant, mais c'est pas grave, on fait autre chose. Il faut s'autoriser aussi à expérimenter et à revenir dessus pour s'adapter à la réalité du terrain, comme le disait Sifra. Il y a certains mots qui sont pas forcément compris par tous. C'est important d'adapter le vocabulaire et la forme en fonction de nos interlocuteurs. Oui, et puis pourquoi pas aussi s'appuyer sur d'autres collectivités, partager, échanger. Il y a sûrement des très bonnes pratiques ailleurs aussi, donc on n'est pas obligé de tout inventer soi-même. Très bien. Juste quelques mots aussi sur ce point-là, sur la concertation permanente, que je reboucle rapidement sur le précédent webinaire où on parlait effectivement de la problématique du manque d'espace collectif, qui est vraiment un facteur de risque psychosociaux assez présent, aussi bien dans le privé d'ailleurs que dans le public, sur le fait que les gens ont plus de temps, d'espace informel pour discuter, et que finalement, remettre des espaces comme ça, d'espace collectif, c'est déjà en soi effectivement une action dans cette démarche. Et donc, le dernier point que l'on souhaitait aborder effectivement et qui n'est pas des moindres sur les facteurs de réussite qui concernent l'après-projet. Donc ça doit effectivement vous parler, je pense, à tous les trois. Comment assurer la pérennité de la démarche.
Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Alors, je veux bien commencer. Je dirais qu'effectivement, il faut perdre la logique projet avec un début, une fin. C'est bon, j'ai fait mon bilan de projet, maintenant c'est terminé. Forcément, une démarche risque psychosociaux ne porte ses fruits que sur le long terme et sur l'ancrage, je dirais, d'une méthode de travail, d'une concertation. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit, hein, sur l'habitude de rencontrer, de discuter, etc. Donc ça veut dire que les structures, par exemple, qui ont été mises en place au lancement du projet, type comité de pilotage, groupe de travail, etc., ne sont pas destinées a priori à se saborder et à disparaître. Elles vont peut-être changer de nom, peu importe, mais c'est bien de maintenir un espace de discussion et d'analyse de la pratique professionnelle pour tel ou tel groupe tel ou tel groupe qui est en action. Et là-dessus, j'ai eu, pas plus tard que la semaine dernière, un exemple que je trouve assez marquant. Alors, je ne citerai pas la collectivité qui l'a fait, parce qu'elle est modeste, mais je trouvais que c'était une très bonne idée. Encore une fois, sur les ATSEM, il y a un sujet qui actuellement est un sujet de forte tension avec ses personnels, c'est le passage aux 1607 heures annuelles, qui donc met sous tension, il y a de la revendication, il y a même, si vous regardez la presse, des grèves, des manifestations des ATSEM dans pas mal de villes françaises. Et ben dans cette collectivité-là, ils ont décidé d'utiliser ce temps de travail supplémentaire, non pas pour faire travailler les ATSEM au contact des enfants un peu plus longtemps, mais justement pour trouver cette niche de temps pour organiser les échanges de pratiques entre ATSEM, les discussions avec les hiérarchies, les rencontres avec la municipalité, les rencontres avec les enseignants, développer des formations avec les enseignants, et bref, tout ce qui en périphérie donne du sens en fait au travail de ce métier-là. Et ça peut être fait en fait, se dégager du temps pour ça, c'est forcément un investissement rentable à terme. En première analyse, ça coûte parce que c'est des heures de travail, mais quand on y réfléchit, quand on regarde les bilans qui en sont tirés, forcément, ça génère des gains énormes. Et c'est une forte demande, hein. Dans tous les diagnostics RPS que j'ai faits sur les ATSEM, c'est ce qui ressort. On n'a pas de temps d'échange, on n'a pas le temps d'échanger nos pratiques, on n'a pas le temps de se former. Donc, c'est une super idée que cette collectivité a fait. Eric, tu les féliciteras. Est-ce que vous voulez ajouter quelques mots, Jennifer, sur la pérennité? Parce que c'est vrai que je sais que vous avez beaucoup, vous, voilà, Eric disait, ça ne s'arrête pas à la fin du projet. Et je sais que vous avez beaucoup de remontées, vous, à la suite de vos accompagnements, de sollicitations de la part des collectivités que vous avez accompagnées. Oui, c'est important pour nous de pouvoir rester en lien avec les collectivités qu'on a accompagnées. Finalement, ça s'arrête pas à une démarche projet, on rend notre livrable et merci, au revoir. On essaie vraiment d'être là pour répondre à leurs questions, pour les aider à agir sur certaines actions. Des fois, ils nous demandent même d'intervenir par la suite sur des missions complémentaires pour réaliser certaines actions du plan de prévention. Mais également, à chaque fois qu'on a des questions qui remontent du terrain, même si c'est une collectivité sur lesquelles on n'a pas travaillé sur les risques psychosociaux, si on estime que la question pourrait concerner toutes nos collectivités, on va y répondre en créant des outils pratico-pratiques dont tu parlais, Carole, avant, qui sont nos fiches psychoressources, qui sont en accès libre sur le site internet du CDG 68. Parce que l'objectif, c'est vraiment d'être dans cette notion de on accompagne tout ce qu'on peut. On sait que certaines collectivités n'ont pas forcément de temps, donc la sensibilisation, le fait d'avoir des outils, c'est quelque chose qui est aussi important pour nous. Donc, on essaye vraiment de pouvoir agir à différents niveaux. Et également, là, c'est le projet de mon apprenti en psychologie du travail, puisqu'on a un partenariat avec l'Université de Strasbourg, c'est de créer une démarche de prévention sur mesure pour les petites collectivités. Alors, quand moi je parle de petites, c'est pour les moins de 25 agents, et on en a vraiment beaucoup chez nous. Donc, c'est quelque chose qui est important pour nous de faire quelque chose sur mesure par rapport à leurs besoins à elles. Alors, merci beaucoup. Il est 16h bientôt 30. Je vais déjà annoncer qu'on va déborder, mais de 5 minutes, on va conclure, hein, sauf si vraiment vous avez encore des choses. Mais vraiment, je voulais vous remercier tous les trois pour vos différentes interventions, votre complémentarité. Et puis, je vais faire une petite conclusion sur ces différents éléments qu'on a vus. Alors, simplement, juste avant de passer ça, Jennifer, tu parlais effectivement des différentes fiches psychoressources, donc on va les mentionner juste après, vous pourrez les retrouver si ça vous intéresse. Je vous ai mis en conclusion dans le PowerPoint, alors c'est pas pour le relire maintenant, mais vous allez retrouver les différents freins, facteurs de réussite qu'on a abordés à la fois au niveau du lancement du projet et de la conduite du projet avec les éléments essentiels. Et puis de toute façon, dans le e-paper RPS que vous téléchargez, vous retrouverez du coup beaucoup plus de détails sur ces différents éléments.
Et je vais voilà, vous repasser rapidement les différentes ressources qu'on a abordées, c'est-à-dire ce fameux e-paper. Donc là, dans le PowerPoint, il vous suffira de cliquer voilà, sur l'image pour pouvoir y accéder. Vous voyez que ça s'articule un petit peu comme cette table ronde que l'on vient de passer sur les facteurs et les freins. Le site du CDG 68 dont on parlait avec les fiches psychoressources, il est pareil. Donc, soit vous cliquez directement dessus, soit vous avez le lien en dessous qui vous permet de pouvoir accéder aux différentes fiches dont parlait Jennifer. Et puis, bien sûr, toujours le site Espace Droit Prévention, où là, vous pouvez retrouver un des basiques sur tout ce qui concerne la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique. Voilà, donc les différentes ressources. Et donc, il me reste voilà 2-3 minutes, 5 minutes, enfin bon, peu importe, quelques minutes, Une demi-heure, une pas plus. demi-heure, Voilà. pour que Eric puisse quand même, avant que l'on conclue ce webinaire, vous présenter bah voilà, l'accompagnement qu'il est possible d'avoir par le Fonds national de prévention. Je te laisse la parole, Eric, sur ce sujet-là. Alors, merci Carole. Alors, ça n'a pas été précisé en introduction. On a parlé de l'accompagnement méthodologique par le Fonds national de prévention, mais ce que je tenais à souligner quand même, c'est aussi, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est l'accompagnement financier que le Fonds national de prévention peut allouer sous forme de subventions aux établissements de santé ou aux collectivités territoriales. Donc, en quelques mots, hein, nous avons été institués par la loi en 2001. Nous sommes financés par une cotisation qui provient de chez vous, si je puis dire, puisque c'est 0,1% des cotisations employeurs qui abondent le Fonds national de prévention, et ça nous fait un budget d'intervention de l'ordre de 12 à 13 millions d'euros par an, redistribuables sous forme de subventions. Voilà. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, alors d'abord, on a 4, je vais passer vite dessus, hein, mais 4 modalités d'intervention. Soit on est sur des thématiques dites prioritaires, vous aurez toute information sur notre site internet là-dessus pour mener des démarches un peu poussées, je dirais, enfin je simplifie, hein, mais qui avec vraiment une phase diagnostique vraiment scindée de celle du plan d'action, etc. Vous pouvez nous saisir que sur un des 2 aspects d'ailleurs, et des seuils de financement assez intéressants, étalés de 20 000 à 100 000 euros selon la taille des collectivités. Nous avons également un dispositif spécial Covid, je dirais, malheureusement en ce moment, tant sur le soutien psychologique que sur des nouvelles pratiques qui seraient apparues vertueuses au cours de cette période. Nous avons aussi la possibilité d'accompagner les projets des employeurs, quel que soit le sujet en fait qu'ils trouvent. Vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui vous préoccupe. Donc là, on est sur une démarche un peu plus simplifiée, avec encore une fois, selon la taille des collectivités, des fourchettes de subventions en forfait de 10 000 à 50 000 euros. Voilà. Et enfin, je voudrais terminer par un petit point d'actualité qui est susceptible de vous intéresser. Nous lançons aussi régulièrement des appels à projets. J'ai évoqué tout à l'heure celui sur les ATSEM qui est déjà en cours. Nous sommes en train d'en lancer également sur l'aide à domicile, sur les auxiliaires de puériculture. Alors là, les sélections sont faites, mais il y en a un on attend encore vos dossiers de candidature éventuellement jusqu'au 4 mars sur les violences externes dans le service public au sens large. Voilà, donc violence externe, toute information utile se trouve sur notre site. Voilà. Et puis je terminerai juste en disant, voilà, n'hésitez pas, on a un service accessible, je dirais très accessible. Il y a une adresse mail de contact qui est sur notre site, donc vous envoyez cette adresse, moi-même ou un de mes collègues répondront rapidement à vos sollicitations, à vos questions. Voilà, merci. Merci Eric, un grand merci à nos 3 intervenants voilà, pour vos retours d'expérience et d'avoir pris le temps de nous faire partager tous ces éléments-là. Merci à toi, Carole. Je vous en prie. J'espère voilà, que vous avez été nombreux à nous suivre. J'espère qu'on vous aura intéressé. S'il vous reste des questions, je vous mets sur la dernière slide 2 adresses différentes. L'adresse voilà, mail pour le Fonds national de prévention si vous avez des questions plutôt concernant les accompagnements, donc par rapport à ce que Eric vient de signaler. Et s'il vous reste des questions, puisque effectivement le format ne nous permet pas malheureusement de pouvoir répondre à vos questions en direct parce que vous êtes trop nombreux, et tant mieux. Du coup, je vous laisse mon mail. Voilà, vous pouvez effectivement m'envoyer vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir
à la suite de ce webinaire. Et dernière information, lorsque vous allez quitter le webinaire, vous allez avoir quelques petites questions de sondage très rapides. Voilà, donc si vous pouvez prendre le temps d'y répondre, ça nous aidera pour préparer et améliorer nos prochains webinaires. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà, j'avais dit 5 minutes de retard, je suis On est bon. pile poil dans les 5 minutes de retard. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée merci à de tout votre le monde. attention. Et Au bonne revoir. journée. Merci, Bonne fin de bonne journée. journée. Au revoir.